Tout d'abord, merci beaucoup aux organisateurs pour l'invitation. Ce que je voudrais faire essentiellement, c'est vous parler de mathématiques et relativité générale, évidemment avec l'esprit de mettre assez peu de détails pour que ce soit compréhensible par tous. Et ce que je vais faire, c'est essayer d'appuyer un petit peu sur les liens entre mathématiques et physique, entre mathématiciens et physiciens, à la fois dans l'historique, c'est-à-dire dans la manière dont la théorie est née, la manière dont la théorie a été formulée, la manière dont la théorie a été développée, et puis j'espère avoir le temps de parler un petit peu de perspectives futures, de certains problèmes mathématiques fascinants qui sont toujours très ouverts, puisque ça reste une théorie très actuelle. Alors, ça paraît un peu surprenant, je commence par Newton, on s'attendait sans doute pas à lui, mais je voudrais expliquer un petit peu. Alors, avant de parler de relativité générale, je vais parler de relativité restreinte, et encore avant ça, je voudrais expliquer un petit peu pourquoi on a eu besoin d'une nouvelle théorie, et comment les mathématiques ont pu aider à établir cette nouvelle théorie. Et il se trouve que la raison pour laquelle Einstein a d'abord développé la relativité restreinte, c'est qu'il y avait une contradiction apparente entre deux théories préexistantes qui étaient très connues. Évidemment, la première, c'est la mécanique classique de Newton. Et puis, on verra, je parlerai ensuite brièvement de la deuxième. Donc, la première, c'est la mécanique classique de Newton. En particulier, donc en 1687. Alors, 1687, c'est la date où il énonce ces fameuses lois, ces trois lois fondamentales. Alors, j'ai réécrit la seconde loi pour mémoire, donc évidemment, ça ne servira pas à absolument rien dans mon exposé, mais c'est juste pour mémoire. Donc, F égale m gamma. F, c'est la somme des forces appliquées à une particule, et donc c'est égal à la masse de la particule fois son accélération, où donc x de t ici, c'est la position de la particule au temps t, et son accélération, c'est donc la dérivée seconde. Et on a là un premier exemple d'interaction entre mathématiques et physique, puisque c'est Newton lui-même qui développera, au même moment en fait que Leibniz, le calcul différentiel qui lui permet en particulier de donner un sens à l'expression dérivée seconde. Alors, dans la mécanique newtonienne, la contradiction en fait vient pas tellement de la mécanique des équations de la mécanique newtonienne, mais plutôt du cadre. Et pour comprendre ce cadre, il faut revenir un peu avant Newton, à Galilée. Vous voyez que Galilée, évidemment, est mort en fait l'année de la naissance de Newton, donc c'est un petit peu antérieur. Et en particulier, la mécanique newtonienne est compatible avec ce qu'on appelle les transformations de Galilée. Ma spécialité, c'est pas du tout la physique, mais d'un point de vue physique, c'est dire que les lois, en fait, les lois de Newton, sont indépendantes du référentiel qu'on considère, du référentiel galiléen qu'on se considère, et un référentiel galiléen, c'est un référentiel soit inerte, soit en translation à vitesse constante. Okay, donc il n'y a aucune manière de distinguer entre deux référentiels à vitesse qui évoluent à translation à vitesse constante, puisque les lois de Newton sont en fait exactement les mêmes dans chacun des référentiels, ou plus exactement d'un point de vue mathématique, lorsqu'on effectue le changement de coordonnées qui passe d'un référentiel à l'autre, les lois de Newton s'écrivent exactement de la même manière dans les nouvelles coordonnées. D'accord? Donc ce changement de coordonnées, je l'ai écrit ici. Vous regardez, donc x, y, z, t, c'est pour les trois coordonnées d'espace et la coordonnée de temps. Si vous regardez les points donc d'espace et de temps dans le premier référentiel, que j'ai noté x, y, z, t, si vous considérez le deuxième référentiel, que j'ai noté x', les coordonnées que je les ai notées x', y', z' et t', eh bien vous avez un changement de variable très simple. Alors, pour simplifier, j'ai pris une translation dans la direction de x, mais enfin, c'est pas nécessaire. Ça me permet de ne pas toucher à y et z. Mais ce qui est vraiment crucial, c'est de voir que bien qu'on change la coordonnée x, on ne change pas la coordonnée t. Ça peut sembler assez naturel, mais en fait, il y a quelque chose, il y a un choix, il y a un choix, j'ai envie de dire, de philosophie ici, et le choix de philosophie qui est fait, c'est qu'il y a un temps absolu. On va voir que c'est ça qui va poser problème plus tard. C'est-à-dire que chaque référentiel ressent la même notion de temps. D'accord ? Il y a un temps absolu, ou on pourrait dire donné par Dieu, enfin je ne sais pas très bien. En tout cas, tout le monde a la même notion de temps. Et il y a un autre principe qu'on peut en déduire assez facilement, c'est aussi le principe d'addition des vitesses, qu'on voit très bien quand on est dans une gare, qu'on est à l'arrêt et qu'un train se met en marche.
on ne peut pas vraiment faire la différence entre être à l'arrêt avec un train en marche ou croiser un train à une vitesse un peu inférieure et nous-mêmes aller dans l'autre sens. Hein, donc si je suis à l'arrêt et que je vois un train en marche, je le vois aller à la vitesse v. Et si moi-même je vais à la vitesse v', disons, si moi-même je vais à la vitesse v, alors je le vois apparaître à la vitesse v plus v'. Enfin, selon que vous allez dans le même sens ou dans le sens opposé. Il faut additionner ou retrancher les vitesses. D'accord ? Donc ça, c'est le principe d'addition des vitesses. Et là encore, c'est très particulier en fait à la mécanique newtonienne et à la transformation au référentiel galiléen. Alors la contradiction, elle va venir quand même nettement plus tard, hein, au XIXe siècle, lorsqu'on va formaliser les lois de l'électromagnétisme. Hein, donc il y a, bon, là je cite Maxwell en particulier, il y a évidemment beaucoup d'autres gens qui ont travaillé sur l'électromagnétisme, mais c'est lui vraiment qui a formalisé de manière, j'ai envie de dire presque définitive, la bonne manière, enfin le formalisme mathématique a vraiment été introduit par Maxwell. Et donc ces équations sont dérivées en 1865 par Maxwell, et la contradiction est la suivante. Dans les équations de Maxwell, que je ne vais pas vous écrire, c'est pas nécessaire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une constante qui apparaît, qui est la vitesse de la lumière. Et c'est la vitesse de la lumière dans le vide, pour être plus exact, et cette constante, en fait, elle est universelle. Donc en particulier, quand je dis universelle, ça veut dire que si vous êtes dans un autre référentiel qui évolue à une autre vitesse à translation, toujours à vitesse, vous faites une translation à vitesse uniforme, et bien dans ce nouveau référentiel, vous continuez de voir la vitesse c. C'est toujours la même valeur, quel que soit le référentiel. D'accord ? Et ça, évidemment, c'est en contradiction avec le principe de Galilée d'addition des vitesses. Puisque si je suis, supposons que vous m'observez et que j'allume une lampe torche, alors vous allez voir la vitesse évoluer à la vitesse de la lumière. Bon, supposons que c'est le vide, c'est pas le vide, mais enfin, vous allez voir le faisceau de la lumière évoluer à la vitesse de la lumière. Et à ce moment-là, si je me mets à courir, vous restant immobile, vous devriez observer une vitesse de la lumière qui est la mienne plus celle de la lumière. D'accord ? Enfin, si Galilée s'appliquait. Or, Maxwell vous dit que non, vous n'avez pas C plus V, dans tout référentiel, vous avez C. D'accord ? Bon, évidemment, les physiciens se sont bien aperçus qu'il y avait une contradiction, ça les a beaucoup gênés, et ils ont cherché très fort à expliquer ce paradoxe. Je ne sais pas si vous êtes familier, mais à la fin du 19e, il y avait tout un débat sur l'existence de l'éther, qui serait le milieu de propagation de la lumière, et qui était un milieu qui avait les propriétés d'un milieu sans en avoir. Bon, c'était quelque chose d'un petit peu emberlificoté pour essayer de résoudre ce paradoxe, mais évidemment, ça ne le résolvait pas. Et alors, il y a un premier travail, avant même Einstein, parce que souvent, en recherche, les découvertes ne sont pas faites par une personne, mais en fait par plusieurs personnes qui chacun amène leur pierre à l'édifice. Et effectivement, il y a une pierre assez importante qui est apportée par Lorentz, qui est un physicien, et également par Henri Poincaré, qui lui est un mathématicien. Et alors, ce que fait Lorentz, lui, c'est qu'il trouve en fait l'équivalent de la transformation de Galilée adapté au cadre des équations de Maxwell. Hein, c'est-à-dire que les transformations de Galilée laissent, lorsque vous changez de référentiel galiléen, vous laissez invariant les lois de Newton. Lui, Lorentz, va trouver un changement de coordonnées qui laisse invariant les équations de Maxwell. Et il se trouve que ce n'est pas le même changement de coordonnées. Vous voyez que, en particulier, dans le nouveau référentiel, donc toujours x, y, z, t, c'est un référentiel, t', x', y', z', c'est les coordonnées dans un autre référentiel qui est à translation à vitesse uniforme. Vous voyez que dans le nouveau référentiel, vous n'avez plus, contrairement à avant, le même temps. T', c'est maintenant gamma t moins vx sur c carré, où gamma, c'est la constante que j'ai mis un petit peu en dessous, donc qui est là, excusez-moi, je ne sais pas si vous voyez, qui est 1 sur racine de 1 moins v sur c au carré. Donc vous voyez que vous avez un terme correctif, autrement dit, qui fait que le temps dans le nouveau référentiel n'est pas le même temps que dans l'ancien référentiel. Ce qui contredit donc la notion de temps absolu. Bon, évidemment, vous voyez que il est normal de ne pas s'en rendre compte au jour le jour, puisque la correction est de l'ordre de v sur c au carré, c'est-à-dire la vitesse sur la vitesse de la lumière au carré. Donc votre vitesse par rapport à celle de la lumière, c'est déjà pas grand-chose, et élevé au carré, évidemment, c'est totalement négligeable. Donc pour voir cet effet, et pour observer cet effet, il faut des grandes vitesses évidemment que dans la vie de tous les jours, on ne rencontre jamais.
Alors le rôle de Poincaré, lui, c'est en fait Poincaré avait déjà trouvé le groupe de Poincaré et il se trouve que les transformations de Lorentz sont un cas particulier du groupe de Poincaré. Alors on voit tout de suite qu'ici on n'a pas un temps absolu, ce qui est assez intriguant, c'est qu'en fait Lorentz et Poincaré n'ont pas en fait tiré la conclusion qui s'imposait, parce qu'en fait c'était évidemment tellement révolutionnaire que c'était difficile à imaginer, et c'est en fait Einstein qui va comprendre qu'il n'existe pas de temps absolu et qu'il faut comprendre que le temps est relatif à l'observateur. D'accord ? Donc ça c'est la révolution introduite par Albert Einstein en 1905, donc sa première révolution, qui est donc la relativité restreinte. Alors, donc encore une fois, la conclusion, c'est que le temps dépend de l'observateur et il n'y a absolument pas de notion de temps absolu. Le temps d'un observateur lambda n'est pas plus important que celui de n'importe quel autre observateur. Chacun a son propre temps et lorsque chacun évolue à des vitesses proches de la lumière, ou un des deux évolue à une vitesse proche de la lumière, on se met à avoir des effets significatifs de différence entre les deux temps. Alors, d'un point de vue plus philosophique, la manière dont Newton voit l'espace, hein, d'un point de vue, si vous voulez, si maintenant je vois l'espace en termes de formalisme mathématique, Newton voit l'espace en termes de coordonnées d'espace et coordonnées de temps séparées. Hein, on habite dans une boîte, qui est l'espace en 3 dimensions, et au sein de cette boîte, on peut bouger, et ça donne une coordonnée de temps. D'accord ? Donc il y a 2 choses séparées. Il y a un axe des temps, qui est, si on veut, pour le représenter, orthogonal à l'axe d'espace, si vous voulez. D'accord ? Donc on est dans une boîte en espace, et dedans, il y a une coordonnée supplémentaire, le temps, qui est complètement indépendante, et par rapport à laquelle on évolue et on vit. Et elles sont complètement séparées. Ce que Einstein dit, c'est qu'en réalité, on ne peut pas les dissocier. Le temps et l'espace sont indissociables, puisque par changement, en fait, vous avez vu, la transformation de Lorentz mêle le temps et l'espace. Donc ce n'est pas vrai qu'il y a un temps et un espace séparés. En fait, c'est une unité qu'on ne peut pas considérer à part, sauf à faire un choix particulier de temps, mais qui vous est propre et qui n'est pas le même que le mien. Et par conséquent, il n'y a rien de canonique. C'est votre droit de considérer un temps, mais il vous est propre, et c'est pas le même pour quelqu'un d'autre, donc c'est pas une notion qui est la même pour tout le monde. Donc en fait, en réalité, si vous voulez dire quelque chose qui est vraiment, si vous voulez dire quelque chose qui soit vrai pour tout le monde, vous serez obligé de considérer l'espace-temps, et non pas l'espace et le temps. Et donc l'espace-temps, ça devient R1 plus... Alors R3, c'est l'espace, quand je note la notation R3 qui est ici, c'est l'espace à 3 dimensions. R, c'est une dimension pour le temps. Et R1 plus 3, bien sûr, c'est l'espace-temps qui comprend 4 dimensions. Bon, pour mémoire, j'ai quand même distingué 1 plus 3 parce que pour se rappeler que c'est l'espace et le temps. D'accord ? Et donc un point de l'espace-temps, au lieu de voir un point de l'espace et de considérer des points de l'espace, on considérera des points de l'espace-temps qu'on appelle donc événements. Alors, il manque... là, j'ai parlé d'espace-temps, j'ai pris un peu d'avance, parce que Einstein comprend que le temps... Einstein ne le voit pas encore en termes d'espace-temps, et celui qui va le voir en termes d'espace-temps, et ce sera fondamental pour la deuxième révolution qui est la relativité générale, c'est un mathématicien qui s'appelle Minkowski, et qui va en fait reformuler la relativité restreinte dans le bon cadre, qui est cette boîte dont je parlais. Donc il y a la boîte de Newton, qui est, si vous voulez, la boîte de Newton, c'est l'espace qu'on connaît à 3 dimensions muni de la distance euclidienne, qui est celle que tout le monde connaît, c'est-à-dire que la distance euclidienne, quand vous regardez le carré de la distance, c'est la somme du carré des coordonnées. Hein, et donc Minkowski, lui, va faire la même chose dans l'espace-temps, c'est-à-dire maintenant une boîte à 4 dimensions, et dans cette boîte à 4 dimensions, il va devoir nous dire quelle est la distance qui permet de mesurer 2 points de l'espace-temps. D'accord ? Et cette distance... Alors, donc, c'est ce qu'on appelle l'espace-temps de Minkowski et la distance et la métrique de Minkowski. Alors, quand je dis distance, on dit métrique, en fait. Et la métrique de Minkowski. Alors là, je vous ai dessiné une représentation qui vous est peut-être un petit peu familière avec les cônes de lumière. Alors, la métrique de Minkowski, elle est tout en bas sur mon... D'accord, donc l'espace-temps de Minkowski, encore une fois, c'est R1 plus 3 pour la dimension du temps et les 3 dimensions d'espace. Et la métrique de Minkowski, la bonne manière de mesurer les distances en espace-temps, vous voyez qu'il se passe quelque chose d'intéressant et de très nouveau par rapport à la métrique euclidienne. Donc, ce qui est en X, c'est la métrique euclidienne, d'accord ? Je fais le carré de chaque coordonnée. Ça, c'est la manière dont vous mesurez la distance quand
quand on est je ne sais plus quand on fait ça, mais probablement au lycée, quand on mesure la distance entre deux points, on fait la différence des coordonnées et on élève chaque coordonnée au carré, et ça donne le carré de la distance, d'accord? Donc c'est, enfin, si vous voulez, le théorème de Pythagore en un sens. Et maintenant, lorsqu'on mesure la distance en espace-temps, on ajoute également le carré de la coordonnée en temps, mais au lieu d'ajouter, en fait, on retranche cette coordonnée. D'accord? Il y a un rôle différent pour le temps, enfin même s'il n'y a pas un temps, si vous voulez, il y a quand même, lorsqu'on dit qu'on mesure, il y a un rôle différent pour la dernière coordonnée qui est le temps. D'accord? Et alors, ces cônes de lumière, que veulent-ils dire ici? Alors, je m'excuse, le transparent est en anglais. Donc, en fait, ici, il est marqué qu'il s'agit du cône de lumière dans le futur et du cône de lumière dans le passé. Et là, vous avez une flèche à l'intersection de deux cônes qui pointe vers un observateur. Donc ici, je prends un point de l'espace-temps, je mets un observateur, moi par exemple, et donc j'ai le cône. Ces deux cônes représentent tous les événements qui sont possiblement reliés à moi. C'est-à-dire que ce cône représente les points du passé que je peux atteindre, et ce cône dont je peux venir plutôt, excusez-moi, et ceci c'est le cône du futur dans lequel je peux, l'ensemble des points que je peux atteindre. Le bord du cône correspond à annuler la métrique de Minkowski, c'est-à-dire le bord du cône correspond à, si vous voulez, dt carré égale dx1 carré plus dx2 carré plus dx3 carré. Et l'intérieur du cône, c'est les points que vous pouvez atteindre, car vous pouvez les atteindre en allant à une vitesse inférieure à celle de la lumière. Alors ça, c'est également une grande nouveauté dans la théorie d'Einstein. On ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. On est conscrit à rester à l'intérieur d'un cône, c'est-à-dire qu'à chaque fois, un cône, donc vous voyez, en fait, le bord du cône correspond à aller à la vitesse de la lumière. D'accord? Le bord du cône, si j'allumais une lampe torche en ce point-là, le bord du cône serait le faisceau de ma torche. Okay? Donc ce seraient les points atteints par la lumière. Alors, en réalité, on ne peut jamais aller à la vitesse de la lumière, sauf à se désintégrer. Donc on est circonscrit dans ce cône. On peut éventuellement aller aussi près qu'on veut de la vitesse de la lumière, mais on ne peut pas sortir du cône. Et la raison pour laquelle on est obligé... Alors, d'un point de vue physique, la raison pour laquelle Einstein circonscrit à être dans un cône, c'est pour un principe de causalité, c'est-à-dire que si je vous permets de sortir du cône, alors vous allez être capable de voir le futur avant le passé. Ce qui est quand même, ce qui pose, enfin bon, c'est ce qui semble. Je vous donne le droit de ne pas avoir la même notion de temps que moi, mais je prétends que si j'ai vu quelque chose dans le passé et quelque chose dans le futur, vous devez voir la même chose en un sens. D'un point de vue mathématique, en fait, c'est ce qu'on appelle le principe de propagation à vitesse finie pour les équations de type onde. Et donc, les équations de Maxwell sont des équations qui sont de type onde et qui se propagent à vitesse finie, donc vous ne pouvez pas aller plus vite que la vitesse qui est celle donc de la lumière. Alors, c'est très important d'avoir reformulé en termes d'espace-temps. On va voir tout de suite pourquoi. Ça va permettre en fait de formuler la relativité générale, mais pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre ce qui manque. Une fois qu'on a fait la relativité restreinte, on est très content parce qu'on a réussi à prendre l'une des deux grandes forces en compte, c'est l'électromagnétisme. L'électromagnétisme qui était mal pris en compte par la théorie de Newton, puisqu'il y avait cette contradiction entre l'additivité des vitesses, excusez-moi, et la vitesse de la lumière qui était la même dans tout référentiel. Maintenant, on sait très bien la prendre en compte, c'est même pour ça qu'on a fait tout ce travail. Par contre, on ne sait pas prendre en compte la force de gravité. Et la raison est très simple, c'est que dans la mécanique newtonienne, la force de gravité, elle est instantanée. D'accord ? Si on a deux corps, deux planètes, hein, vous avez eu l'exposé de François il y a 2 semaines, les planètes s'attirent mutuellement par une force qui est proportionnelle à la masse et inversement proportionnelle au carré de leur distance. D'accord ? Et cette force, bien que vous soyez loin, vous la ressentez immédiatement. Donc c'est une force instantanée. Ça, c'est en contradiction, encore une fois, avec le principe de causalité d'Einstein qui dit qu'on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Donc en particulier, on ne peut pas ressentir une force instantanément. Il n'y a rien qui ne peut être instantané. Ça, c'est entre deux points qui ne sont pas les mêmes, on ne peut rien avoir de l'espace-temps, on ne peut pas avoir une force instantanée. Donc il faut résoudre cette contradiction, c'est-à-dire il faut trouver une formulation de la gravité qui n'est pas instantanée, en un sens. Alors Einstein va prendre un point de vue extrêmement original, et donc c'est sa deuxième révolution, celle de 1915, de la relativité générale. Donc ça lui met quand même 10 ans avant de réussir à vraiment formuler la relativité générale. Preuve qu'on ne fait pas des révolutions tous les jours. Et ce qui va le guider, c'est ce qu'on appelle le principe d'équivalence.
Alors le principe d'équivalence, vous l'avez peut-être déjà observé, c'est celui qu'on peut voir quand on fait l'expérience suivante, de mettre par exemple une plume et une bille de plomb à l'intérieur d'un tube sous vide, et on retourne le tube, et on se rend compte avec étonnement que la plume et la bille de plomb suivent la même trajectoire à la même vitesse. C'est-à-dire que si je mets une plume et une bille de plomb dans l'air, évidemment, on sait très bien qu'il va tomber en premier. Mais en fait, c'est uniquement dû à d'autres forces qui sont en particulier le frottement de l'air. Si je le fais dans le vide, elles vont à la même vitesse et elles prennent la même trajectoire. C'est ce qu'on appelle l'universalité de la chute libre. Excusez-moi. Et donc, cette université dit que, en l'absence de toute autre force, votre trajectoire ne doit dépendre que de votre vitesse initiale et de votre position initiale. D'accord ? Alors évidemment, dans la mécanique newtonienne, en l'absence de toute autre force, vous avez accélération nulle et donc vous suivez des droites. D'accord ? Votre mouvement, c'est une droite. C'est une translation sur une droite à vitesse uniforme. Alors Einstein, lui, réinterprète ça de la manière suivante. Il dit, si le corps tombe en chute libre et suit une droite, alors on est dans le cadre de la relativité restreinte, c'est-à-dire l'espace-temps de Minkowski. Ce qui est une manière de dire, donc on ne ressent pas, il n'y a pas de force de gravité. Par contre, si j'observe un corps en chute libre, en l'absence de toute force et qu'il ne suit pas une droite, c'est donc que je suis dans un espace-temps courbe, et cette courbure de l'espace-temps, c'est la manifestation de la force de gravité. Donc c'est quand même quelque chose de... je ne sais pas comment on peut dire, psychologiquement, c'est peut-être pas psychologiquement, en tout cas c'est quelque chose d'extrêmement nouveau. Enfin, on peut dire que c'est une révolution, puisque maintenant la force de gravitation, il le réinterprète comme la courbure de l'espace-temps. C'est-à-dire, la gravité, évidemment, va déformer, dans la mécanique newtonienne, la gravité déforme le chemin d'un objet, puisque les planètes tournent les unes autour des autres à cause de la gravité, donc c'est la déformation de leur chemin naturel qui aurait été une ligne droite s'il n'y avait pas eu d'autres planètes. Mais lui, Einstein, retourne la situation et dit cette déformation, si vous voulez, c'est dû au fait que la planète emprunte une autre trajectoire parce que l'espace-temps est courbe. Il ne voit pas comme la force de telle planète vers telle planète, il voit l'espace-temps en lui-même comme étant quelque chose de courbe dans lequel on ne peut pas prendre n'importe quelle trajectoire, et on doit suivre cette courbure de l'espace-temps. Alors, pour ça, pour comprendre un petit peu plus comment Einstein en est arrivé là et comment il a pu formuler ces équations, je vais parler brièvement de la géométrie riemannienne qui a été introduite par le mathématicien Bernard Riemann en 1856. 54, pardon, apparemment. Et donc, l'idée de Riemann, lui, c'est de généraliser justement la notion de géométrie euclidienne. Donc, la géométrie euclidienne, c'est le cas plat de la mécanique newtonienne, si vous voulez, là où Minkowski va être le cas plat de la relativité générale. Et Riemann, lui, veut trouver une géométrie qui a certaines propriétés de la géométrie euclidienne, mais qui est courbe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être courbe ? Eh bien, il va introduire une notion de métrique. Alors, une métrique, encore une fois, c'est ce qui mesure des distances. Donc, on a vu que la métrique euclidienne, c'est particulièrement simple. Je prends les coordonnées, je les mets au carré, je les somme. Ça fait ma distance au carré. Donc, lui, il va dire qu'en général, j'ai une métrique qui n'est pas nécessairement la métrique euclidienne, qui mesure des distances. Et puisque je peux mesurer des distances, je peux mesurer le plus court chemin entre deux points. Alors, évidemment, dans la métrique euclidienne, le plus court chemin entre deux points, c'est la droite. Maintenant, à travers tous les chemins que je peux considérer pour une métrique générale, il n'y a aucune raison que ce soit une droite. En général, c'est une courbe qu'on va donc appeler géodésique. Donc, ce qu'on a appelé géodésique, c'est la courbe qui est le plus court chemin entre deux points et qui est donc la ligne droite dans la géométrie euclidienne, mais qui n'est plus la ligne droite dans la géométrie riemannienne. Vous pouvez prendre, par exemple, l'exemple de la Terre, enfin d'une sphère, où le plus court chemin entre deux points sur la Terre ou sur une sphère, c'est de prendre les grands cercles. D'accord ? C'est de considérer un grand cercle sur la Terre. Enfin, évidemment, quand je parle de la sphère, je ne m'autorise pas de rentrer dans mon orange. D'accord ? Si je m'autorise uniquement à rester au-dessus, sur le tour de mon orange, comme au-dessus de la Terre, alors le plus court chemin entre deux points, c'est suivre le grand cercle, qui n'est donc pas une droite. Donc c'est un exemple très classique et très simple de géométrie riemannienne. Alors, Einstein va avoir besoin d'une manière de mesurer cette courbure, et cette manière lui est justement donnée par le tenseur de courbure ou tenseur de Riemann, introduit par Riemann. Bon, peu importe ce que c'est qu'un tenseur, mais il y a un objet mathématique
appelé tenseur, qui dépend donc de, vous voyez, R, alpha, bêta, mu, nu, ça veut dire qu'il dépend donc de 4 coordonnées, si vous voulez. Et ce tenseur, que vous pouvez voir, alors, un peu comme une matrice, mais à 4 éléments au lieu de 2, comme classiquement, ce tenseur donne une information sur la courbure de l'espace en question. Donc c'est ça qui va permettre de donner un cadre mathématique aux équations d'Einstein, donc un peu plus d'un demi-siècle plus tard. Alors je vais également évoquer deux autres mathématiciens qui sont contemporains de la découverte de la réalité générale. En particulier Marcel Grossmann, lui c'est un géomètre de formation, c'est un ami d'Einstein et il va aider Einstein à développer, il va aider Einstein à maîtriser donc ces aspects mathématiques de la géométrie riemannienne qui sont, bon, qu'il faut le dire, sont pas simples, certainement en tout cas encore plus à l'époque, et qui va donc l'aider dans son cheminement vers la relativité générale. Et David Hilbert, lui, interagit avec Einstein et va indépendamment dériver les équations par ce qu'on appelle un principe de moindre action. Donc il va également dériver les équations de la relativité générale à peu près au même moment, d'une manière différente, après donc avoir évidemment discuté avec Einstein et avoir compris ce qu'Einstein voulait faire. Donc bon, c'est pas lui qui a dérivé la théorie, mais il a une dérivation indépendante et différente qui est intéressante. Alors maintenant, avant de vous montrer les équations sans rentrer dans les détails, je voudrais juste parler un petit peu du principe général. Donc vous avez deux choses. Vous avez l'espace-temps et donc votre boîte dans laquelle vous évoluez, et puis vous avez la matière, c'est-à-dire vous, nous, moi, et les planètes, n'importe quoi qui est dans cette boîte. Okay, et alors il y a deux choses qui se passent. D'une part, l'espace-temps agit sur la matière en lui prescrivant ses trajectoires. On ne peut pas avoir n'importe quelle trajectoire, on doit suivre la courbure de l'espace-temps, ou la lumière en particulier doit suivre les géodésiques certaines géodésiques de l'espace-temps. Donc le fait qu'on ne puisse pas prendre n'importe quelle trajectoire, c'est une manifestation de l'effet de la gravitation, et donc la courbure de l'espace-temps prescrit les trajectoires de la matière. Et de son côté, la matière, elle courbe l'espace-temps, hein, puisque évidemment, si je mets une planète a un champ de gravité, et puisqu'elle a un champ de gravité, et que ça se réinterprète comme courbure de l'espace-temps, elle va donc impliquer de la courbure de mon espace-temps. Donc il y a une relation il y a une espèce de boucle, la courbure de l'espace-temps prescrit la trajectoire de la matière bougeant change la courbure de l'espace-temps, et donc il y a une espèce de boucle infinie qui l'un agit sur l'autre, qui agit sur l'un, et ainsi de suite. Et donc il y a une espèce d'évolution, hein, c'est donc l'équation d'Einstein, c'est une équation d'évolution, l'univers va évoluer par l'évolution de la matière qui va influer l'univers, qui va influer la matière, etc. Jusqu'à ce qu'éventuellement, asymptotiquement, il y ait un équilibre, mais en tout cas, pour l'instant, on est dans un univers dynamique qui bouge, et vous savez que l'univers est en expansion. Alors, je voudrais juste insister sur un point avant de montrer un peu les équations. C'est encore une fois la nouveauté du point de vue, et en particulier le fait que ici on est dans une boîte qui bouge. D'accord ? Chez Newton, la boîte est fixée. On évolue dans l'espace à 3 dimensions. On ne change jamais cet espace. Chez Newton, bon, c'est pas dit comme ça, mais il y a toujours cette idée qu'on est dans un endroit où tout est donné par Dieu. Les coordonnées d'espace et de temps sont données par Dieu. On évolue dans une boîte qui est donnée une fois pour toutes, enfin, par Dieu ou par n'importe quoi, mais en tout cas, cette boîte ne bouge pas. On évolue dans une boîte, on n'agit pas sur la boîte. On évolue dedans, mais on n'agit pas dessus. Einstein, lui, est très différent, puisqu'il pense que cette boîte, une fois qu'on rentre dedans, on la déforme. D'accord ? Donc, chez Newton, j'ai une boîte, je mets de la matière dedans, la boîte reste la même. Chez Einstein, j'ai une boîte molle, j'ai pas de matière, c'est une jolie boîte cubique. Je mets de la matière, ça devient une espèce de truc un peu qui se déforme. D'accord ? Donc l'espace-temps se déforme. Alors, bon, il faut quand même que je montre une fois les équations, même si c'est... bon, c'est peut-être pas très parlant, mais c'est juste pour illustrer cette boucle entre la matière et la courbure de l'espace-temps. Donc ici, j'ai écrit... à gauche, à gauche, ça représente la courbure de l'espace-temps, à gauche de l'égalité. À droite de l'égalité, ça représente la distribution de matière et d'énergie. D'accord ? Donc à gauche, vous avez en fait des coefficients du tenseur de courbure. Bon, peu importe ce que c'est, juste pour information. Le tenseur de courbure, on avait vu que c'était un 4 tenseur, c'est-à-dire qu'il avait 4 composantes.
quand je prends des traces exactement comme je prendrais la trace d'une matrice, je prends la trace une fois, il me reste deux composantes et j'ai ce qu'on appelle le tenseur de Ricci, ce que j'ai noté R alpha bêta ici. Et si je reprends de nouveau la trace d'une matrice, là il ne me reste plus que sa trace, c'est-à-dire un nombre, qui est ce que j'appelle, ce qui est appelé la courbure scalaire. D'accord ? Donc à gauche, vous avez le tenseur de Ricci et la courbure scalaire qui vous donne une information sur la courbure. Bon, il y a aussi la métrique ici qui apparaît, mais bon, peu importe. Donc à gauche, vous avez une information purement géométrique. C'est une information sur la courbure. La gauche de mon équation est une équation totalement géométrique et mathématique. D'accord ? Je suis en train de dire que mon espace-temps a un certain nombre de composantes de son tenseur de courbure qui est prescrite. De l'autre côté, là c'est en un sens la partie, là c'est plus physique évidemment, puisque suivant la distribution de matière que vous avez, vous allez choisir une forme ou une autre du tenseur d'énergie-impulsion. Donc le tenseur d'énergie-impulsion, il reflète la manière dont la matière agit sur la courbure de l'espace-temps. Donc évidemment là ça va dépendre de si vous avez un fluide, une étoile, une planète, une particule, enfin bon bref, un gaz. Là, évidemment, le membre de droite, c'est en un sens, le membre de gauche est beaucoup plus simple. Le membre de gauche, il est ce qu'il est une fois pour toutes. Le membre de droite, évidemment, à chaque fois qu'on considère un certain type de matière, il faut changer son membre de droite, quoi. Mais donc, on voit bien ce principe de l'un agissant sur l'autre, puisque à gauche, la courbure de mon espace-temps, en un sens, est prescrite par ce qui se passe à droite, c'est-à-dire le tenseur d'énergie-impulsion, mais réciproquement, évidemment, une fois que j'ai prescrit mon tenseur de courbure, j'ai une certaine valeur de tenseur de Ricci de la courbure scalaire, ça me donne une valeur de mon tenseur d'énergie-impulsion, et donc ça doit me dire quelque chose sur la matière, en particulier où elle se trouve, à quelle vitesse elle va. Voilà. Bon, je dirais pas. Alors, excusez-moi, il y a une constante de normalisation que j'ai pas mis qui fait intervenir la constante de gravitation universelle. Bien sûr, on est en physique, donc il y a des constantes physiques qui apparaissent. Je les ai pas mis bon, parce que je pense pas qu'elles apportaient grand-chose, mais effectivement, il y a la constante de gravitation universelle et la vitesse de la lumière qui interviennent devant cette constante 8π, en plus de cette constante 8π. Sinon, pour simplifier, dans le reste de l'exposé, je vais me concentrer sur l'équation d'Einstein dans le vide. C'est-à-dire que je vais supposer qu'il n'y a pas de matière, donc je vais prendre un tenseur d'énergie-impulsion qui est nul, ce qui simplifie les équations. Comme ça, on n'a pas besoin de se poser la question de quel type de matière on a. Et puis, ça garde toutes les propriétés très intéressantes. Enfin, ce qui est intéressant dans la relativité générale, c'est quand même les effets de courbure. Et donc, si on garde le tenseur de courbure, on garde déjà pas mal de choses très intéressantes. Donc, c'est pas très grave et on pourra quand même dire des choses très intéressantes dessus, même sans ce second membre. Donc, on va prendre ce second membre nul. Et à ce moment-là, si le second membre est nul, si vous enlevez ce second membre, vous prenez la trace de votre équation et vous vous rendez compte que vous obtenez courbure scalaire moins 2 fois courbure scalaire, ce qui fait 0. Donc, vous obtenez que la courbure scalaire est nulle. Et donc, puisque la courbure scalaire est nulle, il vous reste tout simplement comme information que le tenseur de Ricci est nul. Donc, c'est tout ce qui vous reste. Peut-être vous avez déjà vu cette photo célèbre d'Einstein. Alors, lui, il utilise des indices latins et pas grecs, contrairement à moi. Donc, il va écrire RI. Vous devez avoir cette photo. Il écrit RIJ égale 0, point d'interrogation au tableau. Donc, il écrit exactement cette équation, c'est-à-dire les équations d'Einstein dans le vide. Alors, bon, c'est pas mon propos ni ma spécialité. Et je comprends que très peu de choses à propos de la physique des équations, mais je pense quand même que c'est difficile de parler des équations d'Einstein sans mentionner quelques applications extrêmement classiques et extrêmement importantes. En particulier quand Einstein formule la relativité générale, immédiatement après, il calcule, une des choses qui l'ont rendu très célèbre, c'est qu'il calcule en particulier, il prévoit, il calcule il fait le bon calcul pour la rotation lente de l'ellipse de révolution de Mercure. Je ne sais pas si François en a parlé il y a 2 semaines, mais donc les planètes suivent des ellipses et l'axe de ces ellipses tourne légèrement. Et en fait, la mécanique newtonienne explique mal la vitesse de rotation de l'axe de l'ellipse de Mercure. C'est ce qu'on appelle l'avancement du périhélie de Mercure, et Einstein, lui, avec sa théorie, fait des prédictions qui concordent parfaitement avec les observations. Une autre chose qui l'a rendu célèbre, c'est le calcul de la déviation de la position apparente des étoiles par le Soleil. C'est-à-dire que pour avoir la position de l'étoile, on va utiliser le rayonnement qui émet l'étoile, et lorsque le rayonnement passe autour du Soleil, comme le Soleil est un corps massique, il va
par sa masse, courber l'espace-temps. Donc les rayons qui passent autour du Soleil, par le fait que le Soleil est très massique, les rayons qui passent autour vont être courbés et donc ne pas suivre une ligne droite. Okay, et donc c'est ce qu'on appelle la déviation ou déflexion parfois des rayons lumineux qui viennent des étoiles. Et il va être capable de calculer précisément, il va prédire exactement quelle est cette déviation et ce sera vérifié par l'expérience plus tard. C'est d'ailleurs une expérience assez délicate puisque on est aveuglé par le Soleil, donc on est obligé d'attendre une éclipse solaire pour pouvoir observer la lumière des étoiles déviée par le Soleil. Et évidemment, l'éclipse durant peu de temps, c'est en fait une expérience délicate, mais qui a complètement vérifié les prédictions d'Einstein. Et puis enfin, évidemment, le système, probablement l'application la plus connue, c'est le système GPS. Hein, lorsqu'on a un satellite autour de la Terre qui nous donne un certain nombre d'informations, on est obligé de corriger, de prendre en compte les corrections qui viennent à la fois de la relativité restreinte et de la relativité générale pour obtenir les bons calculs, si vous voulez. Si vous ne faites pas ces corrections, vous obtenez des erreurs qui sont non négligeables. Parce qu'évidemment, sur Terre, les effets sont négligeables, mais lorsque vous êtes dans un satellite, vous voyagez avec une certaine vitesse et vous n'êtes plus soumis à la même gravité, puisque vous êtes loin de la Terre. Donc forcément, les effets relativistes restreints et généraux sont importants à ce moment-là. Et puis, encore un mot pour dire que cette théorie est extrêmement bien confirmée par les expériences qui ont été menées jusqu'aujourd'hui avec un grand degré de précision. Voilà, bon, j'en dis pas plus sur la physique, c'est vraiment pas ma spécialité. Alors je voudrais parler, je crois que dans le résumé, j'avais parlé un petit peu de mentionner la notion de trou noir. Alors je voudrais donc introduire une solution explicite qui a été trouvée donc par Karl Schwarzschild, en fait en 1916, immédiatement après la découverte de la relativité générale. Alors comme vous voyez, malheureusement, il est mort la même année. En fait, pendant la Première Guerre mondiale, hein, il était au front, sur le front de l'Est et il est mort. Bon, cyniquement, on pourrait dire que heureusement, il a eu le temps de trouver sa solution avant, puisque c'est une solution fantastique, mais bon, malheureusement pour lui, il est mort juste après. Donc la solution de Schwarzschild, on va le voir plus tard, hein, je m'avance un peu, mais effectivement, j'ai parlé de trou noir parce qu'on va voir qu'en fait, elle contient un trou noir, mais pour l'instant, ça c'est un petit peu pour plus tard, pour l'instant je vais juste vous la présenter. Donc on a vu une première, en fait, j'en ai pas reparlé, mais on a vu une première solution des équations d'Einstein, c'est la plus simple, c'est l'espace-temps de Minkowski. L'espace-temps plat, évidemment on n'a absolument aucune courbure, donc son tenseur de courbure est nul, toutes les composantes, et en particulier sa trace, qui est Ricci, est nulle. Donc ça c'est une solution triviale des équations d'Einstein. Alors Schwarzschild, lui, oula, j'ai fait une, excusez-moi, je vois tout de suite, j'ai fait une faute d'orthographe, donc c'est Schwarzschild, hein, il me manque un R. Schwarzschild, lui, va trouver une famille de solutions explicites, dont vous voyez, j'ai mis un petit peu plus bas qu'elle contient en fait Minkowski, lorsque le paramètre m est égal 0, et cette famille, elle correspond au calcul d'une masse m, dont on calcule, qui est statique, sans charge et qui n'effectue pas de rotation sur elle-même, et qui est à symétrie sphérique. Et on regarde le champ, on regarde la courbure de l'espace-temps qui est induite par cette masse m, qui est donc au centre, si vous voulez, et on trouve la solution, par des calculs, on trouve la solution, en fait, il n'y en a pas d'autre, hein, en fait. Une fois qu'on est à symétrie sphérique, il y a un célèbre théorème de Birkhoff de 1923 qui dit que il n'y a pas d'autre solution que celle de Schwarzschild. Et donc, c'est la solution qu'on trouve est la suivante. Alors, vous voyez en fait que elle ressemble effectivement beaucoup à Minkowski. Je vous rappelle que Minkowski, c'est moins dt carré plus la métrique euclidienne qui est ici. Donc, la seule différence, c'est que maintenant, vous avez un préfacteur, enfin, vous avez un facteur multiplicatif devant le dt carré, et vous avez le même, mais avec une puissance moins 1, devant la métrique euclidienne. D'accord? Donc, évidemment, quand m égale 0, ici, ça fait 1, ici, ça fait 1, et on obtient Minkowski. D'accord? Et en fait, une des particularités de cette métrique, c'est qu'on a une singularité, on a en fait deux singularités, d'accord? Une singularité en R égale 0, je divise par R, donc évidemment, je ne peux pas avoir R égale 0. Donc, bon, question, que se passe-t-il en R égale 0? Et par ailleurs, je ne peux pas non plus prendre R égale 2m, parce qu'à ce moment-là, ce terme devient nul, et je ne peux plus diviser par ce terme-là. Okay, donc j'ai deux problèmes, R égale 0 et R égale 2m, où R, c'est en fait la distance au centre, d'accord? Et donc pendant assez longtemps, en fait, on n'a pas compris du tout ce qui se passait, en particulier avec R égale 2m. On a assez mal interprété ce qui se passait. Il a fallu attendre très longtemps, et en particulier les travaux de Kruskal
pour comprendre qu'en réalité, c'était une singularité, ce qu'on appelle une singularité de coordonnées. Ce n'est pas une singularité physique. Alors, pour être plus précis, Kruskal a introduit des coordonnées en 1960. Alors, Schwarzschild, je vous ai donné la formule de la métrique de Schwarzschild dans un système de coordonnées. Mais les équations d'Einstein sont invariants par système de coordonnées, donc je peux choisir celui qui me plaît. Alors, Kruskal, lui, il en choisit un autre qui lui plaît plus. Et il lui plaît pour la raison suivante, et bien tout simplement dans ce système de coordonnées, que je ne vais pas écrire parce que déjà ça prend un certain temps, donc il faudra me croire sur parole que dans son système de coordonnées, en fait, on n'observe pas de singularité en R égale 2m. Il prend d'autres coordonnées et tout d'un coup, on ne voit plus cette singularité. On continue de voir celle en R égale 0, puisqu'effectivement, en R égale 0, c'est une vraie singularité physique. Le tenseur de courbure n'est pas borné. Enfin, il y a un véritable problème en R égale 0. En R égale 2m, ce n'est pas une singularité physique. Et évidemment, ayant dit cela, on peut quand même se demander du coup ce que c'est, parce que ça doit quand même avoir un sens. Et effectivement, ça a un sens. R égale 2m est ce qu'on appelle l'horizon apparent du trou noir, avec le trou noir étant la région R plus petit que 2m. Alors en fait, si vous regardez dans le futur, c'est un trou noir, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous en échapper. Si vous regardez dans le passé, c'est un trou blanc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas y rentrer. D'accord ? Donc je vais parler un petit peu dans le prochain transparent de ce que ça veut dire. Hein, donc maintenant, je voudrais vous expliquer un petit peu pourquoi Schwarzschild est un trou noir et pourquoi R égale 2m est son horizon apparent. D'accord ? Alors, là, bon, ça va demander un petit peu de gymnastique parce qu'on est en train de... Là, je fais un changement de coordonnées justement qui ressemble un peu aux coordonnées de Kruskal. Je ne prends pas les coordonnées de tout à l'heure, c'est-à-dire que vous voyez en particulier R égale 0, il se retrouve en haut de mon image, hein, il ne se retrouve pas au centre. Et puis R égale 2m, tout d'un coup, c'est une droite à 45 degrés, c'est deux droites à 45 degrés. D'accord ? Alors, bon, je suis désolé, c'est un changement de coordonnées. En fait, je vais vous expliquer pourquoi il est très intéressant. C'est un changement de coordonnées qui permet de garder les mêmes cônes de lumière que dans le cas de Minkowski. Hein, c'est-à-dire, je vais imposer que les droites à 45 degrés sont les trajets de la lumière. Alors, ayant fait ça, puisque les trajets de la lumière sont courbes, j'ai une métrique courbe, forcément, ça veut dire que si j'impose que, si je les rectifie, si je les rends droits, ça veut dire que c'est le reste que je déforme complètement. D'accord ? Donc, pour comprendre bien ce qui se passe au propos des trajets de la lumière, parce que c'est comme ça qu'on va comprendre ce que c'est un trou noir, ça me force à déformer le reste. D'accord ? Donc R égale 0 se retrouve tout en haut, et il se retrouve, au lieu d'être un point, maintenant c'est carrément une courbe, quoi, si vous voulez. Et puis R égale 2m, ça se retrouve être une diagonale, au lieu d'être une droite, si vous voulez, horizontale. R égale 2m, ça devrait être quelque chose de constant en temps, donc vous devriez voir une droite horizontale, bon maintenant c'est une diagonale. Ok ? Bon, c'est une petite gymnastique à faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'infini, en fait, essentiellement, alors l'infini, donc c'est quand je vais soit sur la droite, soit sur la gauche de mon image. L'infini, dans Schwarzschild, essentiellement, c'est comme Minkowski, c'est l'espace plat, donc c'est la vision que vous avez de votre univers qui vous entoure, donc ça, il y a pas de problème. Alors, je vais peut-être revenir 2 secondes sur la métrique de Schwarzschild. Vous voyez que quand R tend vers l'infini, 2m sur R, ça tend vers 0, donc ce coefficient tend vers 1, ce coefficient tend vers 1, et on retrouve la métrique de Minkowski. Ok, donc à l'infini, c'est vraiment la métrique de Minkowski. La différence, c'est ce qui se passe lorsqu'on est proche de l'origine. Sur des régions bornées, là, de l'espace-temps, là, ça change. Là, ça change vraiment. Alors, pourquoi ça change vraiment ? Eh bien, tout simplement, regardons ce qui se passe avec un cône de lumière. Alors, le cône de lumière, là, je vous ai tracé des cônes de lumière qui sont exactement ce qu'on voit dans Minkowski, ceux-là. Et je vous trace maintenant un cône de lumière qui s'assoit, c'est-à-dire d'un observateur qui serait sur la surface R égale 2m. Alors, c'est assez rigolo parce que, en fait, vous voyez que son cône de lumière ne peut plus sortir. Si vous voulez un cône de lumière dans l'espace-temps de Minkowski, quand je regarde un cône de lumière, il est clair que le cône part à l'infini. D'accord ? Si je prends une lampe torche, les trajets lumineux du cône vont chacun de l'infini dans toutes les directions, si vous voulez. D'accord ? Là, c'est plus du tout le cas. D'accord ? Quand j'entre le trou noir, c'est-à-dire R plus petit que 2m, hein, alors ici c'est le trou blanc, ici c'est le trou noir, donc bon, je vais parler du trou noir qui concerne le futur, le trou blanc ça concerne le passé, enfin, je sais pas, je pense que c'est plus intéressant de s'intéresser au futur. Bon, non, bon, je sais pas. Bon. Parlons du trou noir, l'autre situation est symétrique, je n'ai pas envie de dire des bêtises, mais bon, l'autre situation est vraiment symétrique. Donc une fois qu'on est sur le bord du trou noir, vous voyez qu'on est forcé de pénétrer dans le trou noir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sort jamais du trou noir.
vous voyez que les trajets lumineux, vous êtes prescrit à rester dans un cône si vous tracez des droites à 45 degrés. Comme R égale 2m, c'est deux droites à 45 degrés. C'est à l'intérieur du trou noir et vous tracez des droites à 45 degrés, vous restez parallèle, donc vous restez dans le trou noir. Vous n'avez aucun moyen d'échapper au trou noir. C'est votre fatalité. Vous devez rester dans le trou noir tout simplement parce que Einstein vous dit que vous êtes obligé de rester dans un cône de lumière. Or, mon cône de lumière dans le trou noir, eh bien, quand je trace une droite à 45 degrés, vous voyez que mon cône de lumière reste dans le trou noir. Il n'a aucun moyen de s'échapper. Okay, et non seulement il n'a aucun moyen d'échapper, mais c'est même encore pire, c'est-à-dire que en temps fini, il tombe dans R égale 0, et là on sait qu'il y a une vraie singularité. C'est-à-dire qu'essentiellement, une fois que vous rentrez dans le trou noir, en temps fini, c'est mauvais pour vous. Je ne sais pas très bien ce qui se passe, personne n'en est. On peut pas en revenir, on peut pas, donc on ne saura jamais, mais à mon avis, c'est probablement une mort certaine. D'accord ? En tout cas, il vaut mieux pas rentrer dedans, je vous conseille. Voilà. Voilà, hein, donc là on a vraiment un effet de courbure, peut-être le plus ultime, hein, le trou noir. C'est très difficile, je pense, c'est très difficile à imaginer. C'est tellement courbé, les cônes de lumière, si vous voulez, les cônes de lumière qui naturellement vont à l'infini, d'accord ? Eh bien, ils sont tellement courbés qu'en fait, ils se referment sur eux-mêmes. Au lieu de partir à l'infini, immédiatement, ils se referment sur eux-mêmes. Et plus vous vous approchez de la singularité, plus ils se referment vite jusqu'à se refermer instantanément, si vous voulez. D'accord ? Donc, c'est vraiment une déformation énorme. Bon, alors, d'un point de vue physique, on dit parfois que c'est dû à l'effondrement d'une étoile extrêmement massive, d'une supernova. Bon, là, je ne veux pas trop dire. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que cette solution mathématique des équations d'Einstein contient une région qui ne peut pas s'échapper à l'infini et qui est un trou noir. Okay, et le trou blanc, donc, c'est la même chose dans le passé. C'est-à-dire qu'on aurait... D'accord, le trou noir ne peut pas s'en échapper dans le futur. Le trou blanc, on ne peut pas s'échapper dans le passé. Si vous êtes dans le trou blanc, dans le passé, vous avez été tout le temps dans le trou blanc. Mais bon. Voilà. Alors, je vais parler brièvement d'une autre famille de solutions parce qu'elle est très, très connue et elle généralise en fait Schwarzschild. On va voir comment. Bon, je vais passer très brièvement dessus. Donc, elle a été trouvée par Roy Kerr en 1963. Donc, Schwarzschild, on a vu, c'est un trou noir sans rotation. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'hypothèse de non-rotation. Si maintenant vous permettez à votre solution d'avoir un moment angulaire, c'est-à-dire de tourner sur elle-même, alors on a maintenant une famille à deux paramètres, indexée par la masse et par le moment angulaire A, la masse M et le moment angulaire A. Lorsque A égale 0, la famille de Kerr retrouve le cas de Schwarzschild, c'est-à-dire la rotation est nulle, on retrouve Schwarzschild. Donc c'est une famille qui contient Schwarzschild, qui est plus large. Et pour des A compris entre 0 et M, on obtient de nouveau un trou noir, mais cette fois en rotation. D'accord ? Alors je ne parle pas du cas A plus grand que M, parce que c'est un cas assez pathologique, qui est probablement très instable. Ce qui est très intéressant, c'est plutôt le cas A strictement plus petit que M, parce que là on s'attend à avoir quelque chose de stable et donc de physiquement observable. Alors oui, je suis encore un petit peu de temps. Donc maintenant, là, j'ai parlé essentiellement de l'évolution de la relativité générale jusqu'au début des années 60. Et en fait, essentiellement, bon, je vous ai parlé de quelques solutions, évidemment, il y en a beaucoup plus des solutions explicites, mais il faut savoir qu'essentiellement, c'est vraiment bon, il se passe des choses, bien sûr, mais c'est vraiment beaucoup axé sur la découverte de solutions explicites. C'est pas une étude dynamique de l'équation. On n'est pas en train d'essayer de regarder la dynamique d'une équation. On a une solution explicite qui est ce qu'elle est, qui est souvent statique, qui est la même chose pour tout temps. On regarde ses propriétés géométriques, mais on n'est pas capable encore d'avoir un résultat dynamique au sens où je regarde l'univers à un instant donné et je m'interroge sur l'évolution ultérieure de cet univers. Et les premiers résultats dynamiques vont venir en fait dans les années 60-70 jusqu'à aujourd'hui. Et on est encore très très loin d'avoir fait le tour, hein. C'est en plein développement. Donc je voulais un petit peu parler de quelques questions. Alors d'abord, une remarque sur le fait qu'évidemment ce n'est pas du tout une liste exhaustive, il y a énormément de questions qu'on peut se poser. Je vais juste poser un certain nombre de questions très naturelles par rapport aux éléments que j'ai introduits précédemment dans l'exposé. Alors la première chose qu'on peut se demander, c'est peut-on former dynamiquement un trou noir ? Si vous voulez, la solution de Schwarzschild, c'est une solution qui contient un trou noir pour R plus petit que 2m pour tout temps. J'ai un trou noir qui est là pour tout temps, depuis le passé jusqu'au futur. Mais évidemment, dans notre réalité de tous les jours, nous, on voit des choses qui se comportent quand même relativement bien.
on a un univers qui nous semble relativement plat, si vous voulez, en première approximation, et il n'y a certainement pas des phénomènes de courbure aussi extrêmes que ça. On peut en observer très loin dans la galaxie, mais on peut se demander, est-ce que c'est un phénomène dynamique, c'est-à-dire est-ce qu'on peut former un trou noir? Est-ce qu'un trou noir peut se former, ou est-ce qu'il fallait qu'il soit toujours là pour être là? Est-ce que dynamiquement, je peux partir d'un cas, entre guillemets, gentil, c'est-à-dire relativement plat, et obtenir la formation d'un trou noir? Est-ce que c'est une information dynamique? La deuxième question, c'est celle de l'intérêt des solutions explicites qu'on a vues. On a parlé de Schwarzschild, de Kerr, bon, il y a vraiment toute une zoologie, il y en a bien plus. Est-ce qu'elles sont intéressantes? Et pour être intéressantes, il faut qu'elles soient stables. C'est-à-dire il faut que si je les perturbe un petit peu, je reste proche, au sens d'une géométrie très proche. J'ai de nouveau un trou noir, quelque chose qui ressemble à l'extérieur du trou noir à ma solution. Donc est-ce qu'elles sont stables, au sens où si je les perturbe un peu, je garde toujours la même forme? Ça, c'est quelque chose de très important. Si je les perturbe et que je perds ma solution, elle a malheureusement beaucoup moins d'intérêt. Donc ça, encore, c'est un problème d'évolution, encore une fois, puisque je commence à regarder une petite perturbation, je laisse évoluer et je regarde si je continue à être proche de la solution pour tout temps, entre guillemets. Ensuite, là, il y a un autre problème qu'on a vu, c'est la singularité de la métrique de Schwarzschild. Ça pose un problème, bon, peut-être plus d'un point de vue physique, mais qui est aussi intéressant mathématiquement. Qu'est-ce que c'est que cette singularité? Qu'est-ce que ça veut dire physiquement? Est-ce que ça veut dire que les équations ne veulent plus rien dire en cet endroit-là? Qu'est-ce que ça veut dire que la courbure devient infinie en un point de l'espace-temps? Est-ce que c'est une limite à la théorie de la relativité générale? Et puis, peut-être la question, enfin, une des questions les plus fondamentales, quel est le destin de l'univers? Donc, qu'est-ce qui se passe? Je prends à un instant donné une photographie de l'univers. Est-ce que je peux en déduire, ou du moins est-ce que je peux avoir une idée du scénario qui se passera? Bon, évidemment, on sera tous morts, mais qui se passera en temps infini. Quand le temps tendra vers l'infini, quel est le destin de l'univers? Est-ce qu'il n'y a plus rien du tout? Ou est-ce qu'il reste quelque chose? Si oui, quoi? À quoi ça ressemble? Donc ça, c'est ce que j'appelle, donc c'est ce qui se passe asymptotiquement quand le temps devient très grand. Ok, encore une fois, donc bien sûr, il y a beaucoup d'autres problèmes. Alors, je voudrais peut-être dire quelques mots, puisque je vois que j'ai encore un petit peu de temps. Je voudrais brièvement dire un petit mot des avancées qui ont pu être faites depuis les années 65 essentiellement, et sur l'aspect dynamique des équations, et des questions ouvertes fascinantes qui restent à voir. Et encore une fois, c'est certaines questions, bien sûr, il y en a encore beaucoup d'autres. Alors là, j'ai mis sur ce transparent les personnes qui ont principalement contribué aux résultats dynamiques sur les équations d'Einstein. Donc il y a Roger Penrose, qui est probablement très connu du grand public, mais il y a aussi Démétrios Christodoulou et Sergio Kleinerman, peut-être un peu moins connus du grand public, mais qui sont également à l'origine de travaux très très importants pour la théorie. Alors, on va parler un petit peu de leurs résultats, et puis un petit peu aussi des questions ouvertes. Alors, la première question sur la formation dynamique de trous noirs, elle a bien avancé, et justement, le premier résultat dynamique était dû à Penrose, qui disait il partait d'une situation qui est déjà assez pathologique, qui est celle de l'existence d'une surface piégée. Alors, une surface piégée, donc si vous voulez, dans l'espace plat, si je prends une sphère et que je trace enfin, si je fais un impact lumineux, j'obtiens un cône de lumière qui grossit, d'accord? Ça part à 45 degrés, donc j'ai ma surface. Si je suis le cône de lumière, ma surface a une aire qui grossit, en fait, linéairement, d'accord? Elle grossit de plus en plus à fur et à mesure que je me bouge sur le cône, j'ai une surface qui grossit. Une surface piégée, c'est un phénomène de courbure tel que lorsque je regarde le cône de lumière, c'est un petit peu comme dans le trou noir de Schwarzschild, au lieu de s'étendre, ce qui est la situation qu'on connaît dans le cas plat, eh bien, il se contracte, d'accord? Ce qu'on appelle une surface piégée, c'est comme si j'allumais ma lampe torche et tout d'un coup, ma lampe torche, au lieu de faire un joli faisceau qui fait comme ça, pouf, elle se contracte immédiatement, puis j'ai rien qui se passe. Ou en tout cas elle se contracte à, je sais pas, 1 mètre, et puis après j'ai même plus de faisceau lumineux. Donc ce que Penrose montre, c'est que si j'ai ce scénario, bon, qui est déjà assez pathologique, alors je sais montrer que il va en temps fini se passer quelque chose. Bon, c'est un petit peu dur, c'est pas tout à fait la formation d'un trou noir, mais quand même ça y ressemble très fortement, hein.
J'ai vraiment quelque chose qui se contracte sur lui-même, donc il ne peut plus échapper d'une région compacte de l'espace-temps. Ça ressemble très fort à un trou noir. Il manque un petit peu quelque chose pour dire que c'est un trou noir, mais bon, en gros, je pense qu'en première approximation, c'est pas un problème si je vous dis que il montre effectivement que s'il y a une surface piégée, alors un trou noir se forme. Donc c'est le premier résultat dynamique. Il part d'une situation sans trou noir, mais avec une surface piégée. Et il montre que cette surface continue à être piégée et va former un trou noir. Okay, le deuxième résultat dynamique qui viendra beaucoup plus tard, c'est la question évidemment de savoir, bon, maintenant que je sais que si j'ai une surface piégée, je forme un trou noir, est-ce que je peux former une surface piégée à part d'une situation qui est quand même beaucoup plus naturelle? Je voudrais partir d'une situation où j'ai les beaux cônes de lumière qu'on connaît, j'allume ma lampe torche et je vois un joli faisceau. D'accord? Est-ce que d'une situation relativement plate, je peux évoluer vers une situation où j'ai une surface piégée? Auquel cas, à partir de là, le théorème de singularité de Penrose prend le relais, je sais que j'aurai un trou noir. Alors la réponse est oui, c'est un résultat très récent de Christodoulou, un résultat très important et très élégant. Et donc vous voyez que la théorie est encore très vivante puisque c'est un résultat qui date seulement de 2008. Alors maintenant, donc ça c'était la formation des dynamiques des trous noirs. La stabilité, je voulais parler un petit peu de stabilité et solutions explicites. On a parlé de 3 types de solutions. La solution de Minkowski, la famille de Schwarzschild et la famille de Kerr. Alors, il y a déjà un résultat de stabilité qui a été obtenu par Christodoulou et Kleinerman en 90. C'est peut-être, enfin, à mon sens, bon, c'est une question de goût personnel, mais à mon sens, c'est peut-être mathématiquement le plus beau résultat qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, été obtenu jusqu'à aujourd'hui pour les équations d'Einstein. C'est la stabilité non linéaire de la solution de Minkowski. Donc la solution de Minkowski, je vous rappelle, c'est l'espace-temps plat. Je prends l'espace-temps plat, je le perturbe très légèrement. Bon. Et donc évidemment, du coup, j'ai plus une solution. Si je le perturbe, maintenant j'ai quelque chose de dynamique. C'est plus une solution statique. Et cette solution dynamique reste-t-elle proche de l'espace-temps plat et reconverge-t-elle vers l'espace-temps plat lorsque le temps tend vers l'infini? La réponse est oui. C'est une solution stable. L'espace-temps plat, l'espace-temps de Minkowski est bien une solution pertinente et intéressante. C'est une solution stable lorsque je pars proche, je reste proche et je reconverge vers cette solution. C'est la notion de stabilité asymptotique. Alors évidemment, on peut se poser la même question pour Schwarzschild. Alors il se trouve qu'en fait, se poser la question sur Schwarzschild force à se poser la même question pour Kerr, puisque Schwarzschild est un membre de la famille de Kerr. Donc en fait, dès qu'on perturbe Schwarzschild, on se retrouve à reconverger vers un membre de la famille de Kerr. Donc en fait, on ne peut pas dissocier ces deux questions. Et donc, on peut se poser la question de la stabilité non linéaire de Kerr. Donc évidemment, ça c'est un des problèmes fascinants qui reste ouvert. Il y a récemment eu, alors moins récemment et récemment, des avancées sur la stabilité linéaire de la solution de Kerr, c'est-à-dire que la stabilité linéaire, ça consiste à... Donc on a une équation d'Einstein qui est très non linéaire, et la stabilité linéaire, ça consiste à prendre, disons, une approximation, ce qu'on appelle une approximation au premier ordre, entre guillemets. Donc on considère un problème plus simple, mais qui est quand même corrélé au problème de départ. Donc pour ce problème linéaire, on sait faire des choses. Il y a des avancées en particulier récentes de Dafermos et Rodniansky et d'autres co-auteurs qui sont très intéressantes. Et maintenant, on aimerait savoir ce qui se passe pour la stabilité non linéaire, c'est-à-dire vraiment la stabilité du problème, du vrai problème. Est-ce qu'on est capable de montrer que cette solution est stable? Ça, c'est un des problèmes fascinants et le plus important de la théorie. Alors, la troisième question, c'était la singularité en R égale 0 de Schwarzschild. Et puis après, la prochaine transparence sera probablement mon dernier transparent. Donc, la conjecture de censure cosmique de Penrose, qu'il énonce en 1969, c'est pour essayer de comprendre ce problème de singularité en R égale 0 de Schwarzschild. On avait vu qu'il y avait 2 singularités, dont une n'était pas physique, c'était l'horizon apparent, mais l'autre était vraiment réelle. R égale 0, lorsque vous arrivez en R égale 0, là, il y a un problème, il y a une vraie singularité physique, et est-ce que ça veut dire que la théorie n'est plus valide? Alors, Penrose conjecture au vu de la solution de Schwarzschild qu'en réalité, c'est pas gênant tant que c'est dans un trou noir, puisque de toute façon, on est à l'extérieur et on ne le voit pas. Par définition, on ne peut pas voir ce qui se passe dans un trou noir. Donc, de son point de vue, c'est pas gênant. L'observateur ne peut pas voir de contradiction avec la théorie, à moins d'entrer dans un trou noir, mais il ne pourra pas ressortir pour nous parler de ce qu'il a vu. Donc, de son point de vue, c'est pas gênant. C'est pour ça qu'il dit censure. Il censure ce qui est à l'intérieur du trou noir. Donc lui, il suppute que génériquement, il n'existe pas, on ne peut pas voir les singularités. Il n'y a pas ce qu'il appelle une singularité nue. Si vous avez une singularité d'espace-temps, c'est comme dans Schwarzschild, elle est recouverte par un trou noir. Recouverte, pardon, excusez-moi, d'avoir un trou noir, donc vous ne pouvez pas y avoir accès, vous ne pouvez pas l'observer.
Ok. Alors il se trouve que j'ai mis génériquement dans l'énoncé parce qu'en réalité, on connaît des solutions pour lesquelles on voit une singularité nue. C'est les solutions de Kerr pour A strictement plus grand que M, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on les pense très instables. Donc génériquement, ça veut dire que pour presque tout le temps, on doit être dans la bonne situation et ne pas observer de singularité nue. Okay, donc ça, c'est acceptable du point de vue de la physique. Et donc, en 99, il y a un résultat de Christodoulou qui démontre cette conjecture dans un cas très particulier, qui est le cas du modèle à champ scalaire avec symétrie sphérique. Donc, évidemment, le cas général est complètement ouvert et probablement encore pour relativement longtemps. C'est une question très, très, très ardue. Et puis, je vais terminer par un dernier transparent sur le destin de l'univers, ce qu'on appelle la conjecture de l'état final. Et donc, la conjecture, c'est que génériquement, pour presque toute configuration initiale de l'univers, si vous voulez, à la fin des fins, lorsque on regarde le temps, lorsque le temps tend vers l'infini, eh bien votre solution ressemble en réalité à un nombre fini de solutions de Kerr qui évoluent indépendamment les unes des autres en s'éloignant les unes des autres. Hein, en fait, il faut qu'elles s'éloignent parce que si vous prenez deux solutions de Kerr, c'est un problème non linéaire. Donc si je prends deux solutions et que je les ajoute, c'est plus une solution. Mais si elles s'éloignent et que leur interaction est très faible, là, ça pose plus de problème. D'accord? Donc, la conjecture, c'est que lorsque le temps tend vers l'infini, vous avez des solutions de Kerr, donc vous avez des trous noirs qui s'éloignent les uns des autres. Vous avez un certain nombre de directions possibles. Donc, essentiellement, des solutions de Kerr qui seraient indépendantes les unes des autres. Et le reste, plus rien. Rien d'autre. D'accord? Alors là, c'est extrêmement dur puisque ça nécessite d'abord de connaître la stabilité non linéaire de Kerr, qui est encore une question ouverte. L'unicité de Kerr comme solution stationnaire, puisque ça suppose que la seule solution statique des équations, c'est la solution de Kerr, puisqu'à la fin, il reste que des solutions de Kerr, il n'y en a pas d'autres. Donc là, on a des résultats d'unicité dus par Stephen Hawking en 1973 dans le cadre analytique et Klein-Orman-Ionescu en 2008 dans le cadre régulier. Et puis, enfin, donc là, c'est plutôt bien, on a déjà des bons résultats. Et il faudrait également que la conjecture de censure cosmique soit vraie, puisque ça suppose qu'il n'y a pas de singularité nue génériquement. Hein, donc c'est un problème encore plus ardu, une question fascinante, mais encore plus ouverte. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Je vais donc faire circuler un micro si vous souhaitez... oui, vous avez des questions, je vous demande de lever la main et je vous passerai le micro. Oui, merci. J'ai trouvé que votre exposé était très théorique, très mathématique et pas tellement relié à ce qu'on sait de la cosmologie. D'abord, tous les satellites comme COBE, WMAP et bientôt Planck montrent que notre univers est plat. Donc cette courbure de l'espace-temps, elle est toute relative. Peut-être qu'elle est intéressante pour des masses jusqu'à 1 milliard de masses solaires, mais certainement pas pour des grands espaces, des grandes structures où la cosmologie se pose des questions. Est-ce que dans vos équations mathématiques, vous étudiez des énormes masses? Une galaxie qui peut être transformée en trou noir passe de 100 000 années-lumière quand elle ne l'est pas, et elle passe à 1 année-lumière en trou noir, avec les équations de Schwarzschild. On peut prendre celle de Kerr si jamais on veut. Mais à partir de ce moment-là, dire que sitôt que je suis dans le trou noir d'une galaxie, je ne peux pas en sortir, là, il suffit, d'ailleurs, la vitesse est constante sur une orbite de Schwarzschild. Elle est de 0,7, 70% de la vitesse de la lumière. Donc, ma question, c'est est-ce qu'il y a un lien entre cette relativité théorique que vous faites et les observations, même indirectes, que l'on peut faire sur le cosmos? Oui. Alors, bon, tout d'abord, bien sûr, je m'excuse. Effectivement, je suis un mathématicien, donc je peux pas prétendre. Je serais mal placé d'ailleurs de faire de prétendre connaître la physique. Et effectivement, c'est vrai que mon exposé était axé sur les mathématiques, donc très, très théorique, et ça, je m'en excuse. Par contre, oui, alors, c'est-à-dire, il y a un certain domaine d'application. Je suis d'accord avec vous qu'il s'agit de situations qu'on ne voit pas vraiment dans notre environnement quotidien.
Je pense à votre question sur est-ce que ces situations sont vraiment ont vraiment un intérêt. On les voit pas dans notre quotidien, mais là, par contre, même si je ne m'y connais pas en physique, je pense quand même pouvoir dire que la relativité générale, dès qu'on parle d'astronomie, est absolument indispensable pour comprendre ce qui se passe. Donc ça, c'était la partie. Est-ce que vraiment ça modélise des choses intéressantes? Oui, je pense que indéniablement les effets de gravitation très importants et la courbure des rayons lumineux, c'est quelque chose qui devient très intéressant et très important dès qu'on s'intéresse aux observations astronomiques. Maintenant, moi effectivement je suis pas physicien, donc je ne veux pas non plus aller trop loin dans le débat. Maintenant, concernant la pertinence effectivement de ce qu'on dit du point de vue physique, il est bien clair que les mathématiques ne sont pas immédiatement, ne donnent pas nécessairement immédiatement des résultats intéressants pour la physique, mais je pense avoir montré dans mon exposé que néanmoins les connexions entre les deux permettent de faire évoluer les théories et permettent de trouver de nouvelles théories. Donc la compréhension mathématique, même si elle évolue assez indépendamment la compréhension physique pour un certain nombre d'années, finit par se retrouver. Si vous voulez, on pourrait objecter à Riemann que sa géométrie riemannienne ne servait à rien, mais on est bien content, 40 ans après sa découverte, attendez, non, je calcule mal, donc ça va être plutôt un petit peu plus ça, 60 ans après sa découverte, on est bien content finalement, puisqu'elle permet à la physique de formuler les équations de la relativité générale. Donc, effectivement, les problèmes que je cite sont assez, si vous voulez, théoriques. Quand je parle de la stabilité de l'espace de Minkowski, si à la limite celui-là, c'est peut-être le plus pertinent, puisque justement, on est dans le cadre d'un espace plat, on veut savoir que c'est stable. Donc ça, à la limite, c'était même très pertinent physiquement, je pense, comme résultat. Là, je pense que la stabilité de l'équation de Kerr, c'est également très pertinent. Maintenant, effectivement, vous pouvez voir comme... Bon, je ne sais pas, ça, tout dépend de votre intérêt pour les trous noirs. Effectivement, le résultat sur la formation d'un trou noir, vous pouvez considérer que dans notre quotidien, on n'en voit pas tellement. Et c'est... Non, mais... Ah bon, alors si vous... alors si vous considérez que les trous noirs sont pertinents, dans ces cas-là, vous êtes également... vous serez d'accord avec moi que le résultat sur la formation des trous noirs est également pertinent. Oui, bonsoir. Il y a l'exposition sur l'univers et justement, j'ai vu une théorie déformation de l'espace-temps parce que plus vous regardez loin, on voit des systèmes solaires, ou des étoiles qui sont à plusieurs années-lumière d'ici. Et en fait, si on remonte, admettons, 100 000 ans en arrière, qu'on peut observer, en fait, ce qu'on voit n'est plus, en fait, il y a une déformation, puisque ça a bougé. Je veux dire, je remonte 100 000 ans en arrière, ce qu'on voit 100 000 ans en arrière, un système, une étoile, et en fait, on le voit tel qu'il était il y a 100 000 ans, mais en fait, le système il s'est déplacé. Donc il y a une déformation quelque part espace-temps. Alors, donc tout à fait. Alors, donc c'est exact. Donc ça, c'est tout à fait, c'est directement corrélé au fait que la seule chose que vous puissiez observer, c'est ce qui vous vient. Donc, ce que vous observez, ce qui vient des rayons lumineux. Et donc, effectivement, ils ont une vitesse qui est finie. Et donc, ce que vous observez aujourd'hui, donc si on se souvient donc de cette image du cône. Donc le cône dans le futur, c'est ce qui vous attend, mais le cône dans le passé, vous pouvez observer que ce qu'il y a dans le cône, d'accord. Donc effectivement, lorsque le rayon d'une planète éloignée vous arrive, effectivement, ça fait très très longtemps que ce rayon est parti. Mais c'est pas du tout en contradiction, c'est vraiment inclus dans la théorie. Il n'y a pas du tout de contradiction à ce niveau-là. C'est dû en fait à la propagation à vitesse unie des équations, le fait que vous ne pouvez pas dépasser la vitesse de la lumière. Donc une observation n'est pas instantanée, contrairement par exemple à la mécanique newtonienne.
Oui, bonjour. Je voudrais revenir à l'hypothèse de censure cosmique. En fait, pourquoi est-ce que c'est gênant d'avoir une singularité? Parce que bon, finalement, on pourrait se dire, bah voilà, en R égale 0, les solutions explosent. Mais pourquoi est-ce qu'on veut s'en débarrasser absolument? Bon, moi, pas tellement, je vous avoue. Hein, d'un point de vue théorique, moi, une solution qui est singulière, ça me dérange pas. D'un point de vue physique, et malheureusement, c'est pas ma spécialité. Oui, apparemment, un champ enfin, une courbure qui devient infinie, ça semble les laisser perplexes. Les quantités doivent être finies. Pour eux, enfin, si vous voulez, si tel est tel cas, j'ai l'impression que leur point de vue serait qu'alors il faudrait une autre théorie pour expliquer ce qui se passe dans le trou noir, par exemple. Enfin, en tout cas, proche de la singularité. Ce serait qu'il faut prendre en compte d'autres phénomènes. Si vous voulez, toute théorie physique, bon, même si encore une fois c'est pas mon domaine, toute théorie physique suppose un certain domaine d'application. Donc justement la relativité et la mécanique newtonienne ne marche que quand les vitesses sont négligeables devant la lumière, etc. Donc là, je pense que le point de vue d'un physicien serait de dire que à ce moment-là, c'est pas un problème, mais c'est un problème au sens où il faut trouver une nouvelle théorie pour expliquer ce qui se passe. Parce qu'à ce moment-là, il y a d'autres phénomènes qui doivent intervenir. Si la courbure devient infinie en un point, c'est que une autre théorie doit prendre le relais. Et à ce moment-là, la question c'est laquelle. Donc j'imagine que le fait que la conjecture censure cosmique leur permet de pas avoir à se casser la tête à trouver une nouvelle théorie, et donc probablement qu'ils sont contents. Je sais pas. Mais... Oui, là, quand vous faites des calculs, est-ce que les calculs de la théorie et donc les calculs sont pertinents à toutes les échelles de distance? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des distances minimales à partir desquelles on peut penser que les calculs ne sont plus bons et donc la théorie non pertinente? Il y a ces effets d'échelle? Alors, bon, tout d'abord, en mathématiques, souvent on travaille avec des équations qu'on dit adimensionnées. Hein, donc, je peux pas vraiment parler d'échelle. J'ai qu'une seule échelle, c'est disons 1. Si vous voulez, là où j'ai une constante en physique qui a une certaine taille, moi j'ai 1. Donc, évidemment, déjà ça change un petit peu la perception des choses. D'autre part, non, il n'y a pas d'échelle. Si vous voulez, c'est une équation continue. Il n'y a pas d'échelle discrète, il n'y a pas de réseau. C'est une équation continue sur tout l'espace-temps, en chaque point. Et il n'y a pas d'échelle, disons, il peut y avoir une échelle qui est plus ou moins pertinente pour tel ou tel phénomène, mais en tout cas, si vous voulez, le calcul, entre guillemets, qu'on fait, effectivement, est valable. Il faut être capable, justement, de gérer, si vous voulez, entre guillemets, toutes les échelles. Lorsqu'on veut montrer un résultat de stabilité, il faut être capable de contrôler toutes les échelles pour avoir ce résultat. Donc, le résultat qu'on a est à toutes les échelles. Maintenant, évidemment, d'un point de vue physique, vous avez raison, la théorie est pertinente encore une fois, pour un certain domaine d'application, pour certaines échelles. Mais la manière dont ces équations sont posées, je peux complètement oublier cette histoire. Regardez l'équation elle-même, c'est une équation pour toute échelle, même si elle n'est pertinente en physique que pour certaines échelles. Donc moi, je dois gérer toutes les échelles, mais effectivement, peut-être qu'en physique, certaines échelles ne sont plus pertinentes. La simulation numérique est en train d'apparaître comme le troisième pilier de la science avec la théorie de l'observation. Est-ce que les simulations numériques vous aident à valider ou invalider la théorie, et quel type de simulation numérique vous faites tourner, si oui? Alors, bon, dans le cas des équations d'Einstein, c'est un système d'équations très complexe. Donc, personnellement, je ne suis pas capable de les implémenter numériquement, mais mes connaissances numériques s'arrêtent à des équations bien plus simples, et il faut c'est déjà extrêmement dur de les implémenter numériquement. Donc c'est une communauté tout à fait à part, et je prétendrai pas être capable de le faire. C'est quelque chose de très très compliqué. Maintenant, les expériences numériques pour un théoricien sont toujours alors bon, évidemment, il faut savoir les comprendre, il faut savoir ce qu'elles peuvent apporter, mais évidemment que c'est une source d'information, surtout à la fois pour les mathématiciens et les physiciens, surtout dans un domaine justement qui manque d'expérimentation. On ne peut pas vraiment lancer une planète sur une autre, donc puisque c'est une science qui est uniquement qui est juste une science d'observation. On est très content d'avoir d'un point de vue physique, d'avoir des calculs numériques pour un petit peu savoir s'attendre à où trouver tel ou tel phénomène. D'un point de vue physique. Maintenant, d'un point de vue mathématique, effectivement,
Là, ça dépend du type de question que vous regardez. Si vous regardez l'évolution, si vous regardez un comportement complètement, j'ai envie de dire, qui n'est pas quantitatif mais plutôt qualitatif, vous n'allez pas nécessairement être aidé par les expérimentations numériques. Une expérimentation numérique est bien pour vous donner un renseignement qualitatif. Si votre but quantitatif, c'est l'inverse. Si votre but est d'avoir un renseignement qualitatif, c'est moins clair. Si vous regardez l'évolution en temps, si vous voyez par exemple la conjecture de l'état final, donc là qui était mon dernier transparent, si vous regardez ce qui se passe en temps infini, le calcul numérique saura bien vous dire ce qui se passe à tel temps, il vous dira ce qui se passe. Mais en temps infini, il peut pas un ordinateur ne peut pas faire un nombre infini d'opérations, donc de ce point de vue-là, il sera sans doute beaucoup moins performant. Donc il faut savoir ce qu'on peut attendre d'un calcul numérique, mais si vous attendez des informations quantitatives, bien précises, oui, bien sûr, le calcul numérique est très pertinent et très intéressant, parce que l'ordinateur, lui, quand nous, on n'arrive pas à faire les calculs, lui, certainement, il continue à savoir les faire. Dans les expériences à très haute énergie qui sont faites au CERN dans le cadre de la recherche du boson de Higgs, j'ai lu qu'il y avait la possibilité, ou disons le risque peut-être, de faire des micro-trous noirs, mais que ceux-ci ne seraient pas stables, s'évaporeraient très rapidement du fait de leur petite taille. Est-ce que cette conviction dérive aussi des études de stabilité que vous nous avez présentées ? Là, je prendrai beaucoup de précautions parce que la physique des hautes énergies, c'est pas du tout une physique. C'est-à-dire, il y a différents phénomènes physiques qui entrent en compte et qui sont explicables par des théories bien différentes de la relativité. La physique des hautes énergies, c'est justement une théorie qui n'inclut pas du tout les effets relativistes. Donc, je ne sais pas si le trou noir s'évapore par d'autres phénomènes que simplement la relativité. J'aurais tendance à penser du point de vue de la relativité, un trou noir, ce n'est pas vraiment une question de taille. Un trou noir est normalement raisonnablement stable. Si on compte que les effets relativistes. En tout cas, on pense effectivement que les trous noirs sont stables, puisque en particulier, on pense que la solution de Kerr est stable. Maintenant, il est clair que je suis en train de parler d'une boîte noire où je vois que des effets relativistes, et là, je vois que c'est stable. Si les phénomènes physiques les plus importants viennent de la physique des hautes énergies, alors il y a peut-être un phénomène qui n'est pas pris en compte dans la théorie de la relativité, qui va dissoudre ou les rendre instables ces trous noirs. Je ne pense pas que ce soit des arguments qui viennent uniquement de la relativité. Pour ce qui me concerne, je reviens sur l'équation de base des tenseurs d'Einstein. Ils ont été sortis avec un certain nombre d'hypothèses, en particulier l'univers isotrope, homogène, et ensuite l'énergie, par exemple, était définie. Est-ce qu'avec les nouvelles connaissances qu'on a, c'est-à-dire un univers qui n'est pas homogène, qui n'est pas isotrope, et où on ne connaît que 4% bien sûr de la quantité d'énergie, est-ce que cette équation de base peut être modifiée ? En fait, je pense que les hypothèses d'isotropie, malheureusement je ne m'y connais pas tellement, mais les équations d'Einstein telles quelles, elles sont valables pour un univers très général, avec une courbure très générale. Il n'y a pas besoin pour les dérivés de faire... Je ne pense pas qu'il y ait besoin pour les dérivés de faire ce genre d'hypothèse. Maintenant, peut-être pour un certain nombre de prédictions, je doute pas que pour un certain nombre de prédictions, éventuellement sur l'expansion de l'univers, l'âge de l'univers ou ce genre de choses, on ait besoin d'un univers isotrope. Pour la dérivation... en tout cas purement mathématique, ça ne me pose absolument aucun problème que l'univers soit pas isotrope. D'ailleurs, on travaille, les résultats que j'ai énoncés, les résultats dynamiques que j'ai énoncés sont la plupart sont absolument pas pour des perturbations isotropes, donc on n'a pas du tout besoin d'un univers isotrope. Mais peut-être, par contre, je suis d'accord avec vous que peut-être pour un certain nombre de prédictions qui ont été faites à partir de la relativité générale, on a besoin d'un univers isotrope. Maintenant, si ça correspond aux observations, c'est pas... En un sens, c'est pas un problème. Mais bon, là, ça dépasse largement mon niveau de compétence. Alors, en électromagnétisme, la force entre deux particules, c'est pas à l'instant T, mais
à un instant un peu inférieur parce que ça se propage. Est-ce qu'il y a semblable question pour l'action gravitationnelle? Peut-être que ça n'a pas grand intérêt parce que entre les quelques minutes où Jupiter a bougé et la Terre, c'est probablement sans influence sérieuse. Oui, mais en fait, c'est effectivement, mais c'est complètement à la base de la théorie, justement. C'est justement ce qui posait un problème à Einstein dans la mécanique newtonienne, c'était le fait que la gravitation vue par Newton était instantanée. Effectivement, chez Einstein, la gravitation, si vous voulez, la gravitation est vue comme la courbure de l'espace-temps, et la courbure de l'espace-temps, il y a un caractère dans les équations d'Einstein. Bon, c'est un petit peu compliqué, évidemment, à voir dans la forme tensorielle que j'ai donnée, justement, mais on peut les réécrire dans certains systèmes de coordonnées, en particulier dans les coordonnées qu'on appelle les coordonnées d'onde, hein, qui d'ailleurs étaient connues d'Einstein et introduites par lui, et on se rend compte qu'on obtient un système non linéaire d'équations d'onde. C'est-à-dire que vous avez donc propagation à vitesse finie. Donc ce qu'on appelle, entre guillemets, les ondes gravitationnelles, parce que bon, on cherche à les détecter, on ne les a pas encore détectées, mais elles se propagent effectivement à vitesse finie. Donc la gravitation, dans la théorie d'Einstein, c'est inclus dans la théorie, et c'est complètement fondamental, se propage effectivement à vitesse finie. Mais effectivement, c'est déjà pris en compte. Il n'y a pas de... Alors, à peu près, quelques années près, Planck et Einstein ont changé beaucoup de choses, mais finalement, mécanique quantique d'un côté et de l'autre ont évolué en s'ignorant totalement et superbement. Il est vrai qu'entre un proton et un électron d'hydrogène, la force gravitationnelle, c'est 10-40 fois la force électrostatique, donc on n'en a probablement pas grand-chose à foutre, on ne la verra jamais. Alors, bon, là encore, malheureusement, c'est vraiment pas ma spécialité, mais ceci dit, je connais pas toutes les motivations derrière ça, mais il se trouve justement, effectivement, la mécanique quantique et la relativité évoluent indépendamment, mais ça ne laisse pas les gens indifférents, contrairement à ce que vous allez repenser. C'est un sujet de recherche extrêmement important en physique théorique, puisque le Graal de la physique théorique semble être la réunification justement de la gravité avec les trois autres forces, hein, puisqu'il y a la force électrostatique, puis il y a la force faible et l'attraction faible et l'attraction forte. Donc effectivement, ça gêne beaucoup les physiciens que ces théories, comme vous dites très justement, évoluent indépendamment l'une de l'autre, pour la bonne raison qu'on ne sait pas les mettre dans le même cadre. Mais c'est vu comme un problème que les physiciens veulent résoudre, en tout cas certains physiciens seraient très prêts à résoudre, puisque c'est le but de théories comme la théorie des cordes et ce genre de choses auxquelles je connais malheureusement rien du tout. On va prendre une dernière question. Est-ce que la matière noire pourrait avoir une influence sur l'espace-temps? Là, je n'ai pas entendu le début. La matière noire, est-ce qu'elle pourrait avoir une influence on en parle beaucoup actuellement. Voilà. Est-ce que ça pourrait jouer sur l'espace-temps? Voilà, c'est simplement la question. Bon, alors effectivement, on en parle beaucoup. Bon, alors, encore une fois, je vais me répéter, mais c'est vrai que je préfère. Mais bon, je ne sais pas très bien ce que c'est la matière noire pour être plus exact. On ne saura probablement pas plus que vous, mais ce qui est sûr, c'est que donc effectivement, il y a ce paradoxe d'une observation de la masse qui n'est pas on a l'impression qu'on ne voit qu'un très faible pourcent de la masse qui est censée être dans l'univers, et qu'on essaie de l'interpréter par la présence de matière noire. Alors, est-ce que c'est un rôle? Oui, ça semble avoir un rôle. Bon, j'y connais pas grand-chose, mais l'avis des gens, c'est que éventuellement cette matière noire a un rapport avec les trous noirs, ou caché. Enfin, c'est pas parce que c'est noir dans les deux, hein, ça n'a rien à voir, mais il faut expliquer pourquoi il y a une matière qui est cachée à la vue. Or, évidemment, un trou noir est caché à la vue. On peut pas le voir. Il ne faut pas se représenter un trou noir. D'ailleurs, comme vous voyez là, la représentation sur l'affiche, c'est la représentation d'un trou noir. Mais évidemment, c'est une représentation visuelle. En réalité, un trou noir, il y a l'horizon apparent, vous ne le voyez jamais. Donc, ça pourrait expliquer la présence de trous noirs massifs, avec en leur sein beaucoup de matière, pourrait expliquer le fait qu'on ne puisse pas observer une grande partie de la matière. Donc oui, c'est en tout cas... Parmi les observations plausibles, ça semble être très lié à la relativité générale. Maintenant, ça reste que des hypothèses. Pour l'instant, je crois. Alors, contrairement à ce que j'avais dit, c'était l'avant-dernière question, et maintenant, ça sera vraiment la dernière.
Oui, bonsoir. Merci pour votre exposé. J'avais une question relative à la théorie des cordes. J'aimerais savoir simplement votre avis sur cette théorie. Et si vous pensez qu'il y a peut-être encore d'autres théories, y compris peut-être celle-ci, qui pourraient englober, on va dire, tous les principes de la physique d'aujourd'hui et du futur. Merci. Bon, mon avis sur la théorie des cordes, c'est quand même, je crois que c'est vraiment pas très pertinent parce que je vous garantis, je ne suis pas sûr du tout que j'en sache plus que vous. Ce qui est sûr, c'est que il y a pas seulement la théorie des cordes, hein, il y a plusieurs théories concurrentes pour essayer de réunifier la gravité avec les autres forces. Je sais pas. Il y aura peut-être que c'est pas les bonnes théories, peut-être qu'il y en a d'autres. Ça, je peux pas répondre. Ce que je suis sûr, c'est qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, ils n'ont. C'est des théories qui existent depuis un certain temps et que malheureusement, ils n'ont pas encore réussi à atteindre leur objectif. Donc, ça dépend de l'optimisme qu'on a. Peut-être qu'effectivement, la solution est que peut-être que le fait qu'ils cherchent depuis si longtemps et n'ont pas atteint l'objectif, c'est parce que la solution est à chercher ailleurs ou. Mais peut-être qu'il leur manque finalement pas grand-chose pour trouver. Ça, je peux pas. Ça me paraît très difficile de répondre plus en amont sur cette question. Voilà, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci.